Beaucoup de travail qui a été fait, donc la mise en place d'un organigramme, des process de travail et tout ça, tout en continuant à, on va dire, assumer ou bien les prérogatives donc, qui sont faire la loi. Donc c'est comme, pendant le trajet, on est en train encore de mettre en place ouvert. Exactement, chantier ouvert. Le deuxième point qui m'a le plus aussi marqué, c'est cette volonté, je pense que ça a été dit aussi bien par Madame la Ministre et en beaucoup plus détaillé par C. Hassan Boubrik, c'est le choix d'un alignement sur des standards internationaux. Donc on est en train de travailler au Maroc sur la régulation d'un secteur qui est l'assurance et de la prévoyance sociale. Et donc, on a choisi le top. Donc, on va aller vers des choix et des standards internationaux. Et je pense que ça nous a apporté beaucoup de choses. On peut le voir dans l'ensemble des chantiers qui ont été menés. Je vais discuter d'un certain nombre de points dans mon intervention. Et aussi, ça nous a fixé un cap. Donc, on veut, dès le départ, être sur ces standards-là. On a aussi travaillé, donc l'autorité a travaillé sur une mission. Donc, on est le deuxième marché, si je parle que de l'assurance africain. Donc, on a un certain nombre dans le secteur de la prévoyance sociale, avec une multitude de caisses de retraite, de mutuelles. On est aussi sur de la généralisation de la couverture sociale au Maroc. Et donc, on a voulu partager cette expérience-là avec notre environnement. Donc, il y avait beaucoup de coopération, donc beaucoup d'autorités, beaucoup de marchés sont venus nous voir pour regarder l'expérience que nous voulons. Nous montrons, donc nous sommes fiers des réalisations qui ont été faites, et on peut dire que nous avons, qu'on pourrait avoir des exemples et des modèles pour des pays de la région, que ce soit des pays de notre continent, l'Afrique, ou bien du monde arabe. Et puis, donc, il y avait aussi un pari aussi, c'est de travailler sur l'innovation. Donc, même si le cadre est en cours d'évolution, donc on en a parlé la semaine dernière, donc principalement sur la distribution, le cadre, il a pris un peu de retard, mais maintenant, il est dans une phase très avancée. Donc, on a travaillé sur l'innovation. Donc, il y a eu un travail sur une instruction sur la vente en ligne. Donc, on ne va pas rester en dehors de tout ce qui se passe au niveau mondial. Donc, on a travaillé une initiative, ça fait un peu plus de 2 ans, peut-être 2 ans et demi à 3 ans, sur tout ce qui est développement des InsurTech. Donc, donner un champ pour la technologie qu'il puisse apporter de valeur ajoutée. Cette technologie pourra apporter la valeur ajoutée au niveau des assurés, des bénéficiaires de contrats, et pourra quand même nous mettre au diapason de ce qui se fait, on va dire, au mieux dans le monde. Donc, tous ces éléments-là, je dirais, ont été effectués. Je parle sur la partie institutionnelle. Je passe sur 2 thèmes importants donc, qui sont dans nos missions, c'est le cadre prudentiel et la protection des assurés. Sur le cadre prudentiel, ça a été dit, nous avons un cadre qui est finalisé après 5 étapes de mesure d'impact et un système qui est stabilisé, et on a mis en place un système de solvabilité par les risques. Jusqu'à maintenant, la solvabilité que nous avions, qui est toujours en cours maintenant, ce sont un respect de ratios, mais les ratios ne permettent pas de mesurer l'impact réel au niveau du risque. Donc, on est passé à un système de solvabilité par les risques, et on est dans nos régions parmi les pays qui ont mis en place ce système-là. Donc, avant la fin de l'année, il sera publié. Donc, nous aurons un cadre moderne et un cadre, comme je l'ai dit, de solvabilité qui s'est inspiré du standard international, Solvabilité 2, mais on n'a pas pris une transposition telle qu'elle, ça n'a aucun sens. Donc, on a adapté par rapport à la réalité de notre marché, avec les risques de nos marchés. Et puis, on a essayé aussi que ce cadre-là
soit laisse les assureurs aussi dans leur rôle d'un investisseur institutionnel. Ils investissent l'économie, donc ils apportent ces éléments-là. Sur la partie supervision, donc après la crise, on a vu l'intérêt donc du Covid, donc on a travaillé sur une supervision macroprudentielle. Donc on ne s'intéresse plus au niveau du risque lié à une seule entité, une compagnie d'assurance, mais une institution de retraite, mais étudier la chose sur un plan plus global du secteur. Et on a fait un travail fantastique avec les autres régulateurs, que ce soit Banque Al Maghrib, que ce soit la MMC, et on a un cadre sur lequel on travaille. Donc on a mis en place un cadre analytique qui permet de simuler l'impact d'un certain nombre de scénarios de choc, et que ce sont les mêmes chocs qui sont simulés sur l'ensemble du secteur financier marocain, qui nous permet d'anticiper et de prendre des correctifs avec nos assujettis. Sur la partie aussi système de prévoyance sociale, donc l'intervention jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de choses qui concernent l'assurance, mais on ne doit pas oublier la prévoyance sociale. C'est qu'on a mis un cadre aussi de supervision au niveau du secteur de prévoyance sociale, que ce soit pour les caisses de retraite que pour les mutuelles, et aussi qui est basé sur un cadre prudentiel moderne avec une bonne partie qui est donnée à l'ensemble au niveau du risque. Lorsqu'on parle, je vais prendre beaucoup, mais comme j'ai dit, parce que on ne peut pas la résumer en quelques minutes, bien sûr. Comme j'ai dit, j'en oublie, c'est juste pour un peu... voilà, donc tout ça, tout ce qui a été fait, c'est dans le service des assurés et des bénéficiaires du contrat. Donc tout ce travail qui doit être fait, il faut sécuriser la prestation, les engagements qui sont pris en compte, que ce soit par les compagnies d'assurance que par la prévoyance sociale. Donc ce sont des engagements envers des assurés, et donc il faut les protéger. D'une autre manière, nous avons fait aussi un certain nombre d'actions qui sont ciblées au niveau du cadre de la protection des assurés. La première des choses, on a formalisé un cadre concernant la gouvernance produit. Donc lorsqu'un produit d'assurance doit être mis sur le marché, donc on a exigé que ça passe par un certain nombre d'étapes au niveau des compagnies d'assurance, que ça soit aussi revu par la conformité, donc il y a une conformité loi. Et on a mis même en place un certain nombre de checklists pour que les compagnies puissent travailler sur la mise en place de leurs produits. Et ça, c'est pour éviter qu'il y ait de situations, de conflits au niveau de la gestion, au niveau de ces produits-là, vis-à-vis des bénéficiaires de contrats ou bien vis-à-vis des assurés. Le cadre actuel au niveau de la réglementation, on va en parler au niveau des perspectives futures. Donc on va encore travailler ces éléments-là. On a aussi travaillé sur la réclamation. Donc on a créé un service de réclamation, ce qui est quelques chiffres au niveau de la réclamation. Sur l'année 2025, nous avons reçu plus de 6 000 réclamations, et avec chaque année une progression à 2 chiffres. Donc ça permet de résoudre des situations lorsqu'on est interpellé. Et il y a une bonne partie des réclamations que les décisions finales sont en faveur des réclamants, c'est-à-dire les assurés ou bien au niveau des bénéficiaires du contrat. Ce qui est intéressant dans la réclamation, c'est plus de 50% des réclamations viennent des avocats. Donc on voit que ce sont les hommes de loi qui sont là dans leur mission, c'est de défendre l'intérêt de leur clientèle, et ils utilisent cette plateforme-là. Probablement le défi futur, c'est de plus vulgariser. On a mis un certain nombre d'actions que je ne peux pas en parler. C'est pour donner ce canal-là à l'ensemble des bénéficiaires de contrats pour pouvoir réclamer ou bien régler amiablement leurs droits. Exactement. Voilà. Il y en a plusieurs. J'imagine que 10 ans, comme je vous ai dit, on ne peut pas la résumer en quelques secondes ou quelques minutes. Mais justement, aujourd'hui, vous avez posé, je dirais, les bases solides. Ces acquis, aujourd'hui, ont posé des bases solides. Mais ils s'inscrivent aujourd'hui dans une phase d'accélération et des transformations à la fois réglementaires, vous en avez parlé, technologiques et liées au risque.
Dans ce contexte, je dirais plusieurs évolutions structurantes sont en cours. On voit d'aboutissements, comme vous venez de l'expliquer, notamment la mise en place du cadre de solvabilité basé sur les risques, mais aussi les évolutions du cadre législatif aussi. Ces transformations concernent à la fois le secteur des assurances et celui de la prévoyance sociale. Voilà, et vous avez bien souligné prévoyance sociale, parce qu'il ne faut pas juste parler d'assurance, mais aussi prévoyance sociale. Aujourd'hui, concrètement, comment ces transformations, notamment la SBR et la réforme du livre du Code des assurances, ainsi que les évolutions des dispositifs de supervision de la prévoyance sociale, font-elles évoluer de manière de superviser, la manière de superviser et d'accompagner aussi les secteurs? Parce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont très, très importants. On ne va jamais dire que la supervision est parfaite à 100% le cadre réglementaire, puisqu'il y a des évolutions. Donc, il y a des évolutions au niveau du risque, il faut s'adapter. Donc, on parle beaucoup en ce moment de tout ce qui est intelligence, par exemple, artificielle. Sur intelligence artificielle, ça rajoute un certain nombre de risques en termes de produits d'assurance. Ça donne un impact aussi sur les assurés eux-mêmes ou les bénéficiaires de contrats. Il se peut que certaines souscriptions ou bien des décisions au niveau de la gestion de sinistres soient faites automatiser par des agents IA. Et donc tout ça, ça mérite une vraie réglementation, une vraie régulation. Donc ce sont des choses sur lesquelles, voilà, on travaille dans le futur. Mais je dis qu'on ne s'arrête jamais. Donc on a toujours cette trajectoire ou bien ce travail qu'on doit faire d'une manière continue suite à des missions de veille. Donc on a de la veille sur ce qui se passe à l'international ou bien sur notre marché. Donc chaque direction dans notre organisation a sa propre unité de veille et on se réunit régulièrement, donc trimestriellement, semestriellement, ça dépend des exigences, mais au moins semestriellement pour partager, identifier ces nouveaux facteurs de risque et regarder comment y apporter les solutions adéquates. Donc, sur ces évolutions, donc, il y a des missions. Donc, on travaille sur l'amendement de la loi 64/12 qui est dans les missions de la CAPS. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on doit faire évoluer. Donc, on a vu un certain nombre de points d'évolution. Ça peut être, on a le cas lorsque il y a un cadre, lorsqu'il y a une difficulté au niveau par exemple, une entreprise d'assurance ou bien une liquidation. Donc le cadre actuel, on est en train de le renforcer pour mieux répondre à ces situations de crise, tous ces éléments-là, anticiper les crises. Sur la stabilité financière aussi, donc, et sur la supervision macro-prudentielle dont j'ai parlé, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a mis un cadre analytique avec l'ensemble des régulateurs, donc sur lequel on fait un suivi régulier, on se réunit régulièrement, au moins à haut niveau annuellement, mais il y a des réunions qui sont avec des fréquences beaucoup plus élevées. Et donc, dans notre loi, la 64/12, on peut introduire ces missions-là dans la loi. On ne le laisse pas uniquement par des aspects analytiques, ce qui nous permet aussi d'avoir des exigences, de demander un certain nombre de reportings additionnels, bien que ces reportings, on les demande aux assujettis, ils nous les donnent. Mais on veut aller beaucoup plus sur des choses qui sont prévues par la loi, donc qui permettent de clarifier et de formaliser. On a aussi des objectifs qui concernent aussi l'inclusion financière. C'est un sujet très très important, donc il a été aussi abordé par Madame la ministre dans son... L'inclusion financière, il faut qu'on arrive à toucher ce qu'on appelle le bas de la pyramide aussi, donc on ne reste pas... Et donc ce qui nécessite une nouvelle façon de faire, donc avec une approche différente, avec des produits différents, avec des tarifs qui soient adaptés. Et tout ça, donc il fallait revoir le cadre réglementaire pour ça. Donc on a présenté dans le cadre du livre 4 aussi, on a traité une modification du livre 1. Donc je nomme les livres, il y a plein de personnes qui connaissent l'organisation,
Donc ça permet effectivement de donner un cadre adapté pour que cette population soit mieux servie. Je donne un chiffre, si je prends à fin 2025, ce qu'on appelle la micro-assurance, nous avons plus de 2 700 000 contrats qui sont en cours, ce qui est énorme, malgré que le cadre reste un cadre général des contrats d'assurance qui est plus restrictif. Et nous pensons qu'on va faire exploser ces chiffres-là pour qu'il y ait une meilleure inclusion. On travaille sur des offres qui sont plus encourager des offres pour des populations cibles, que ce soit pour les femmes, et c'est la signature aussi de ce protocole, aujourd'hui. Voilà, pour les jeunes, et aussi utiliser la technologie. Donc on pense que pour certaines populations, donc le meilleur moyen, c'est d'utiliser la technologie, ce qui permet de les toucher directement, qui permet de les toucher à moindre frais, parce que ce sont quand même des contrats à faible coût en termes d'assurance, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir des coûts élevés. Donc on a fait la première édition au niveau des InsurTech pour réfléchir à ce type d'approche et de ce type de solution. Le cadre doit évoluer, donc c'est ce qu'on a présenté, on espère que ça va être approuvé rapidement, ça doit passer par le Parlement, le vote des deux chambres. Inch'Allah, donc ça sera fait, et on est en train de préparer tous ces mécanismes-là pour pouvoir favoriser cette inclusion. Sans oublier le travail au niveau de la partie qui est la protection sociale. Ça a été dit par Madame la Ministre sur le support que donnent nos équipes au niveau du gouvernement, sur l'analyse au niveau des régimes de retraite, donc les équilibres. On fait des recommandations dès qu'on accompagne cette réforme-là par des analyses techniques et actuarielles. Notre rôle, c'est que lorsque on veut prendre une décision, quel est l'impact de la pérennité sur ces décisions-là. Donc, depuis que la CAPS existe, 9 rapports ont été adressés au chef de gouvernement sur les régimes de retraite. Puis on travaille aussi sur les équilibres et l'analyse au niveau de l'assurance maladie obligatoire, un chantier royal. Nous accompagnons aussi les pouvoirs publics sur les points en cours au niveau de la loi cadre sur la protection sociale, que ce soit sur la perte de revenus, que ce soit la retraite pour les indépendants. Donc on a les équipes, ils contribuent à ces travaux-là pour donner un avis au niveau du gouvernement, afin qu'on puisse donner cet avis technique neutre, qui n'a aucune vision politique, au niveau des décideurs pour prendre les meilleures décisions. Alors justement, vous avez parlé d'un point très très important qui est l'anticipation des crises. Aujourd'hui, ces transformations interviennent dans un environnement, je dirais, en profonde mutation, où les évolutions sont à la fois rapides, certes, multiples et souvent interconnectées. Et quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels les secteurs de l'assurance et de la prévoyance sociale sont confrontés, et comment la régulation s'adapte pour y répondre, notamment en matière de protection des citoyens et de coordination entre les acteurs, tout en respectant aujourd'hui et tout en préparant la prochaine décennie. Très bien, effectivement, maintenant c'est de se projeter dans les 10 ans à venir, dans le futur. Et puis nous avons un secteur qui connaît des mutations de plus en plus complexes et de plus en plus rapides. Donc on peut dire que l'assurance, depuis sa création jusqu'aux années 2000, c'était presque la même chose, il n'y avait rien. Et le premier, c'était les attentats du 11 septembre, donc qui ont rentré le risque. On a commencé à voir les risques liés au terrorisme, après les crises financières, donc ils ont montré ça, 2008, voilà, et les catastrophes naturelles se sont aggravées ces dernières 20 années. Donc on voit ces choses-là. Et maintenant, on voit des évolutions très rapides. Donc c'est presque chaque 2 ans, chaque 3 ans, on voit émerger un risque nouveau. Donc ce que j'ai dit, ce qui nécessite de mettre en place une veille et apporter les réponses adéquates. Vous avez cité par exemple les catastrophes, les risques catastrophiques et les catastrophes naturelles. Je pense que
une excellente réponse a été apportée par l'ensemble de l'écosystème. La CAPS y a contribué dans son périmètre, avec le ministère des Finances, avec le secteur des assurances, la mise en place d'un système de couverture des risques catastrophiques qui reste innovant et unique même sur un plan mondial. Donc c'est vraiment... Et l'originalité, on va dire, qui a été faite, c'est une volonté, ou bien l'originalité, c'est un partenariat public-privé donc qui a été mis en place avec des règles très claires et très structurées et avec des commissions de suivi. Donc si vraiment il y a un nouveau risque qui pourrait toucher cet équilibre-là, il y a des mécanismes qui ont été prévus qui ont fait ça. Donc ça, c'est un élément très, très, très important. On regarde les risques technologiques maintenant. Donc le risque technologique, on a ces éléments qui sont liés à la cybersécurité et aussi à l'utilisation de l'IA. Donc j'ai parlé un petit peu de l'IA sur la cybersécurité. La première des choses, c'est que nous devrons avoir un secteur qui est résilient. D'accord ? Janvier 2024, donc c'est janvier 2024, nous avons envoyé une instruction à l'ensemble des compagnies d'assurance pour intégrer ce risque-là de la gestion, on va dire, du conseil d'administration jusqu'au niveau des risques et de le prendre, que ce soit dans la partie souscription, que ce soit sur la partie opérationnelle, sur la partie audit et gestion de risque. Et on est actuellement sur des missions d'évaluation sur maintenant une année complète d'implémentation, regarder et voir ce qu'on peut faire. L'objectif pour nous, c'est aller on va dire, d'une demande d'intégrer des risques-là, c'est de réfléchir la deuxième étape, comment mettre des métriques qui permettent de mesurer l'état d'avancement, donc on met ces éléments-là. Mais d'abord, on est en phase avec les assujettis sur la phase de compréhension. Le risque changement climatique, vous l'avez fait. Donc sur le changement climatique, la même chose, on a fait une instruction. L'impact des changements climatiques sur les assujettis, par exemple les compagnies d'assurance. Donc c'est un changement qui peut mettre en place leur engagement et leur solvabilité, leur équilibre. Donc on travaille sur ça. Il y a la partie qui est quand même de placement. Donc ça dépend des placements, donc comment ils vont réagir. Et donc tous ces éléments-là, on a fait des instructions et on les suit et on a mis en place un reporting spécifique. Notre rôle, c'est étudier ces éléments-là, regarder quels sont les enseignements et de donner des directives. Donc l'objectif, c'est une stabilité, une évolution, garder une stabilité globale au niveau de notre secteur, parce que cette stabilité, elle est bonne pour l'économie, investisseurs institutionnels, comme je l'ai dit, c'est plus de 240 milliards de dirhams que pour les compagnies d'assurance qui sont investies, mais aussi pour les bénéficiaires de contrats, pour que ces acteurs continuent à remplir leur rôle. Et j'en ai parlé au niveau de l'IA, ça c'est important, mais on a un risque malgré tout qui touche aussi bien les compagnies d'assurance que la partie prévoyance sociale, c'est le vieillissement de la population et la baisse de fécondité. Donc c'est les deux, vraiment, donc c'est des défis énormes, c'est des défis pour les caisses de retraite, pour pouvoir garder leur équilibre. Lorsqu'on parle de caisses de retraite, ce sont des régimes par répartition, donc c'est les actifs qui payent la retraite pour les pensionnés, et c'est basé sur une proportion entre actifs et retraités, donc on voit que ces proportions ne sont plus respectées, en tout cas comme avant, donc il faut apporter des solutions. On a un vieillissement de la population, les couvertures maladie, donc il faut regarder ça, donc pour donner des couvertures plus adaptées, donc ça pourra amener à ce qu'il y ait une augmentation au niveau des charges, donc il y a un équilibre, tous ces éléments-là, pour les compagnies d'assurance, donc c'est aussi au niveau des tables de mortalité pour les produits individuels, donc ça donne une opportunité
lorsqu'il y a du vieillissement de la population, ici c'est plus l'opportunité, les produits, voilà, retraite adaptée complémentaire, on aura besoin de plus de développer ces secteurs-là. Et donc énormément, donc, je dirais, de défis futurs. Et ce sont des points avec lesquels on travaille avec l'ensemble des assujettis. Voilà. En tout cas, vous avez résumé les 10 ans, je pense, de la CAPS. Merci, Monsieur Abdelrahim Chafei, président de la CAPS. Merci pour cet échange. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.